Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. On sort tout juste il y a quelques instants de la projection de Nope, le nouveau film de Jordan Peele. Ben non, au Québec, générique. Alors, l'histoire du film est assez simple, on va essayer de résumer le plus simplement possible sans trop spoiler, même si, bon, la chronique, elle va forcément spoiler à un moment donné. On va suivre Oji et sa sœur Emerald, qui sont propriétaires d'un ranch et qui sont spécialisés dans le dressage de chevaux de cinéma. Vous l'avez compris, c'est donc le nouveau film de Jordan Peele, à qui on doit... On va le présenter parce qu'on sait jamais, il y en a toujours qui suivent pas. Get Out et Us. Et donc là, il nous revient avec un petit film bien sympathique, plus axé science-fiction que ce qui nous a habitués jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, il nous a fait surtout des films de type Elevated Horror. Dans le film, on va retrouver Daniel Kaluuya, qu'on ne présente plus non plus. Ah bon? Non. Steven Yeun, j'espère que je prononce ça correctement, mais ça m'étonnerait. Et Keke Palmer. Je pense que ça se prononce Kiki, mais c'est pas grave. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on en a pensé? Je suis pas sûr que tout le monde se la pose, mais on va quand même y répondre. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que il va être très difficile de parler du film sans en dévoiler des éléments clés. À ce niveau-là, j'aime autant vous dire que cette chronique va spoil à balle, hein, comme des bâtards, hein, comme le veut l'adage. Si vous n'avez pas encore vu le film, on vous conseille de d'abord voir le film et après de revenir voir la vidéo. Moi, j'ai vraiment particulièrement apprécié ce film parce que j'en attendais pas grand chose au final. Associé dans la même phrase Jordan Peele et blockbuster, ça me hypait pas trop non plus. Voilà, j'avais quelques craintes. Et ben j'avais tout faux en fait parce que le film fonctionne à beaucoup de niveaux. Au début du film j'avais quand même certaines craintes parce que encore une fois j'ai presque eu l'impression à un moment donné pendant quasi la majeure partie du film de plus me retrouver devant un film de Shyamalan que devant un film de Jordan Peele. Hein. Ceux qui ont vu le film vont comprendre, je pense. J'ai eu du mal à m'empêcher de faire un parallèle avec Signe de Shyamalan avec Mel Gibson. Encore une fois, ceux qui ont vu les deux films comprendront. Durant le premier tiers du film, en fait, on va dire que le parallèle est toujours là, les points communs sont toujours là. Tu retrouves pas la patte, on va dire, Jordan Peele autant que dans les deux premiers films, parce que c'est quand même quelque chose ici, on va dire, de plus grand public, même si je mets des gros guillemets à grand public. Mais les fans hardcore, on va dire, de Jordan Peele, de ces deux premiers films, risquent d'être un petit peu déroutés quand même. Ouais, je pense qu'ils vont pas se retrouver. Ouais. Je trouve justement que le parallèle qu'on fait avec Signe, il est intéressant parce que on pourrait penser que c'est pompé là de la manière dont tu le dis, et en fait moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bel hommage en fait. Bon, alors les similitudes font que ça se passe dans un ranch, alors même si là on est dans un ranch avec des chevaux, alors que dans le Signe c'était effectivement un agriculteur. J'ai trouvé que le parallèle et le clin d'œil étaient quand même sympa et pas non plus abusément appuyé, quoi. Ça, on passe assez vite dessus. Après, le point commun s'arrête pas là. La manière de montrer les choses. Ouais, et le thème de la perte d'un proche aussi. Aussi. C'est un des éléments de base que tu retrouves dans les deux films. Je vais prendre les anti-sèches. D'un point de vue de la réalisation vraiment pure, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment aller voir au cinéma, c'est tout le travail qui est fait autour du son. Il est hyper important et il est très immersif. Ça met dans une tension vraiment lourde. C'est là que ça va un petit peu spoiler, vous m'excusez. Si vous l'avez pas vu, partez, vous avez encore le temps. Il y a notamment une scène en fait où le monstre, hein, du coup, c'est un monstre, passe au-dessus du personnage de Emerald. Ouais, j'ai un peu du mal avec son nom. Et en fait,
La créature, juste avant, venait de manger donc les 40 personnes du spectacle. Et en fait, il y a tout le travail des cris des gens qui sont encore dans le ventre de cette créature, qui hurlent en fait. Et je trouve que ça met une tension, ça te prend au trip, quoi. Bah, ça rajoute une certaine horreur, on va dire. Attention, même si on n'est pas devant un film d'horreur au sens conventionnel, mais ça rajoute une dimension horrifique, vraiment quelque chose de vraiment viscéral, même si c'est pas visible à l'écran. Parce que comme tu l'as dit, le son fait que tu imagines la souffrance de ces gens en fait juste à travers le travail du son. C'est ça, parce que finalement le film te montre quand même très peu. Enfin, il te montre de l'horreur, on va dire, plus ou moins psychologique. Tu vas pas voir de l'horreur, tu vas pas voir du trash, mais tu vas le savoir, ce qui se passe, comment ça se passe, etc. De par justement donc le travail qui est fait sur le son et bah forcément de la manière dont Jordan Peele va filmer certaines scènes. En fait, bon, ça pour ça il est fort, on le sait. La dimension horrifique, elle est là quand même. Il y a une scène visuellement, puisqu'on est toujours, on parle toujours de l'aspect technique et de la réalisation, est assez dingue et qui est vue par deux points de vue différents. Il y a littéralement une pluie de sang. En termes de réalisation aussi, quelque chose que j'ai vraiment aimé. Alors, je ne sais pas si c'est intentionnel, j'ai pas vu d'interview de Jordan Peele ou quoi que ce soit, je me suis pas trop renseigné pour l'instant sur la jeunesse du film. Mais au niveau réalisation, bon, je pense que le côté western, il est quand même assez appuyé. Il y a quelque chose, moi, que j'ai vraiment adoré, c'est à un moment donné, c'est cette espèce de long travelling sur les paysages. Il y a une scène, notamment, qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est une scène où on voit justement O.J. discuter avec sa sœur, et la caméra va les suivre comme ça en faisant un long travelling volontairement, un plan volontairement très large, où on va voir les deux personnages au premier plan et l'immense paysage quasi désertique derrière. Et je trouve que ce plan-là, le fait qu'on retrouve ces deux personnages dans cette espèce d'étendue désertique via ce long travelling, il traduit assez l'état d'esprit en fait, alors peut-être pas du personnage de Emerald parce qu'elle est assez extravertie, etc. Mais à l'inverse, le personnage de O.J. qui a l'air assez replié sur lui-même, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'interactions sociales, qui vit visiblement seul, isolé, etc. Je trouve que ce genre de plans, ils sont magnifiques visuellement au niveau de la composition, et en même temps ça traduit une espèce d'impression de solitude, quoi, d'isolement que vit. Je trouve que ça matérialise assez bien l'état d'esprit du personnage d'O.J. en fait. Oui, ça va te matérialiser effectivement son état d'esprit, mais aussi je trouve que ça donne une angoisse au film, dans le sens où, si ça m'arrive, je pense que je serais ultra angoissée, parce que le ranch est quand même perdu au milieu de nulle part. Concrètement, il t'arrive quoi que ce soit, t'es foutu. Je veux dire, tu peux hurler comme tu veux, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, tout est désertique, c'est vraiment le néant, quoi. C'est l'angoisse carrément, quoi. Ouais, le côté pas d'échappatoire. C'est ça. Et dans les plans que j'ai beaucoup aimé, il y a un plan qui est ultra simple, mais qui est bien réalisé et qui fait passer tout un tas d'émotions, je trouve. O.J. est dans le manège, je crois que ça s'appelle un manège, hein, avec Ghost, donc le cheval blanc sur lequel son père est mort, hein, si je dis pas de conneries, mais normalement c'est lui. Et donc il y a ce silence qui commence à arriver où tu te dis que ça va être la merde dans 3 secondes. Et le cheval, en fait, le plan est très simple, il y a O.J. et le cheval l'un à côté de l'autre, et puis on les filme comme ça. Toujours avec cet immense paysage désertique derrière, quoi. Et je trouve qu'il y a des émotions qui passent dans cette scène, alors qu'en fait, juste, il se passe rien, il n'y a rien de spécial, il y a à peine un dialogue où il demande au cheval « ça va, tu vas bien », mais je trouve qu'il y a une émotion qui s'en dégage qui est assez folle. Enfin, moi, cette scène m'a mis des frissons, je l'ai trouvée super belle, et pourtant, il s'y passe rien. Donc encore une fois, là, c'est le génie de Jordan Peele qui se matérialise dans cette scène, quoi. En fait, toi, tu m'avais dit que tu avais ressenti aussi des choses par rapport à l'attitude ou au regard de l'animal à ce moment-là. C'est ça, ouais. On a l'impression, tu t'es là, tu te dis putain, mais le cheval joue trop bien alors que le cheval il fait rien. Tout comme Daniel Kaluuya fait rien de spécial non plus à ce moment-là dans cette scène. Mais il y a cette intensité et tu ressens cette tristesse parce qu'en fait c'est ça, c'est hyper triste et tu sens qu'il va se passer en plus un truc et il y a quelque chose dans cette scène, quoi. Il se passe vraiment un truc. C'est pesant. Ouais. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est les thèmes abordés dans le film. Je dis les thèmes parce que pour moi, à mon sens, hein, après la vision immédiate du film, il y en a clairement plusieurs. Oui. Pour moi, le thème qui est le plus évident,
Alors c'est même pas notre rapport à l'image, même si les principaux personnages cherchent à avoir ce qu'ils appellent le Oprah shot ou un truc comme ça. Enfin, plan Oprah. Voilà, le plan Oprah, voilà, c'est hein. ça, le moment Oprah, voilà, c'est ça. On pourrait traduire ça comme ça parce qu'on l'a vu en VO en fait. Du coup, ce qu'ils appellent eux le Oprah shot, donc le moment Oprah, à savoir que au péril de leur vie, visiblement, en remettant clairement en cause leur intégrité physique, veulent juste filmer la créature au péril de leur vie, juste pour accéder à l'argent et à la célébrité. Ça questionne un peu le rapport du spectateur, même pas à l'image, mais au divertissement en fait. Il y a vraiment une notion entre... En fait, le questionnement, c'est celui-là. Jusqu'à où on est prêt à aller pour le divertissement. Parce qu'il n'y a même plus une notion d'art en fait. C'est même pas un rapport à l'art, c'est vraiment purement le rapport au divertissement. Oui, on veut être le premier à montrer. C'est ça en fait. C'est ça. Pour la célébrité, pour l'argent, pour tout ce que ça va engendrer. Et on voit d'ailleurs le personnage de Angel, le vendeur là dans le magasin, qui lui, il y a une scène qui est assez intéressante où ils sont tous les trois autour d'une table. Et lui, on a l'impression qu'il essaie de se persuader qu'ils ne le font pas que pour ça, puisqu'il répète de manière très insistante, dites, on fait pas ça que pour l'argent, hein. On fait ça pour sauver des vies aussi, hein. On fait ça pour que les gens, pour aider les gens, hein. On fait sauver ça pour le monde. Sauver le monde même. Et il répète cette phrase de manière très très appuyée, et on comprend en fait qu'il essaie juste lui de se persuader lui-même de pas faire ça pour de mauvaises raisons. Et ça se retrouve à travers tous les personnages. Même le personnage de... Comment il s'appelle? Jupe. Il s'appelle Jupe. Et du coup, donc avec le personnage là de Jupe, il y a aussi un parallèle intéressant qu'on peut faire dans le film. C'est la manière dont on exploite actuellement les animaux pour le divertissement. À savoir que donc là, l'histoire de Jupe, ça va être au départ l'histoire donc de ce singe qui va assassiner la quasi-totalité d'un casting d'une émission de télé dans laquelle il jouait quand il était gamin. Ouais, le film s'ouvre carrément là-dessus. Ça s'ouvre sur cette scène, effectivement. Donc, juste l'histoire d'un singe, en fait, qui, à force d'être mis sous tension, parce qu'on les met sous tension en les mettant comme ça devant des caméras, pète un plomb. Quand un ballon explose, en fait, ça l'effraie et il pète un plomb, il tue tout le monde. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi, après, la manière dont on exploite, forcément, après, les chevaux. Après, même si les chevaux donc, de OG sont bien traités, ils servent quand même de monnaie d'échange, puisqu'il va les échanger avec Jupe, qui Jupe, en plus, va se servir des chevaux pour nourrir le monstre. Alors, il y a une scène, justement, la scène d'ouverture, avec le singe, donc la sitcom dans laquelle le personnage de Jupe a joué quand il était enfant. Cette scène, en regardant un petit peu ce que les gens avaient pensé, elle fait débat. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, en fait? Alors, c'est vrai que quand on regarde le film comme ça, de prime abord, elle peut paraître déconnectée du reste du film. Mais en fait, pour moi, elle sert au questionnement. Parce que le personnage de Jupe, qui est enfant à ce moment-là, donc il est présent en tant qu'adulte, donc il survit forcément au massacre. Et lui, en fait, on peut penser qu'il appréhende mal la raison pour laquelle le singe ne l'a pas tué. Puisque le singe va avoir ce geste où il va lui tendre le poing pour le checker. Le personnage de Jupe, on comprend qu'en tant qu'enfant, pense que le singe l'a reconnu. Et que c'est pour ça qu'il l'a laissé vivant. Au fur et à mesure du film, on comprend que en fait, le personnage de Jupe a survécu juste parce qu'il n'a pas eu de contact visuel avec le singe. Le personnage de Jupe étant enfant, appréhendant mal ceci, en fait, ne comprend pas que c'est l'exploitation de ce singe qui a fait qu'il a tué tout le casting. Et du coup, lui, en tant qu'adulte, même s'il a un réel trauma par rapport à ce qu'il a vécu, va continuer à reproduire cette erreur-là avec les chevaux et surtout avec en exploitant la créature à des fins de divertissement. Donc cette scène, pour moi, elle sert à ça. Même si on n'a toujours pas compris pourquoi la chaussure restait debout. Mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, cette histoire de singe là qui tue tout le monde, ça rappelle un fait divers qui s'est passé il y a quelques années où une jeune femme s'est fait arracher le visage par un singe. Par un chimpanzé domestique. C'est ça. Et c'est clairement un clin d'œil, une référence à cette histoire, puisque une des actrices donc, qui jouait avec Jupe n'est pas morte et elle va participer au spectacle que fait Jupe dans son parc.
Et donc, elle va être assise dans le public, il va la présenter. Et donc, elle a un grand chapeau avec un voile qui lui cache le visage, puisqu'elle se fait donc effectivement, comme cette jeune femme, complètement arracher le visage. On le voit un petit peu à un moment donné quand il y a du vent qui fait voler le voile devant ses yeux. Et donc ça, c'est pareil, c'est tout un questionnement autour du rapport aux médias, puisque donc dans ce fait divers, quand cette jeune femme s'est fait arracher le visage, elle a été invitée chez Oprah, qui est quand même très souvent mentionné dans le film. Ouais. Ça peut questionner sur notre voyeurisme en fait, parce que c'est du voyeurisme, hein, clairement. Ouais, parce que cette histoire avait été très médiatisée à l'époque. Ouais, ça a été très médiatisé. Donc voilà, il y a aussi tout ce rapport-là à cette curiosité un peu malsaine que le spectateur peut avoir. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et que on sait que tu adores parler, ce sont les CGI. Et je pense que tu as plein de belles choses à nous dire sur les CGI du film. Non, je ne vais pas rager sur les CGI comme j'avais pu le faire dans la vidéo sur Prey. Pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve que pour le coup, dans ce film, les CGI sont bien utilisé. Pourquoi? Alors, le premier plan du film, c'est cette scène, la fameuse scène avec le singe qui est fait en CGI. Qui est moche au départ. Au départ, ouais, je me suis dit, oh non, putain. Bon, la scène dure peu de temps, la scène dure assez peu de temps. On comprend pourquoi elle a été faite en CGI, parce que clairement, ils n'avaient pas se casser le cul, pardonnez-moi l'expression, à faire un animatronique ou adresser un singe, déjà pour se faire tous péter la gueule comme dans le film. Ou voilà, ils n'allaient pas s'emmerder à bosser sur des animatroniques, voilà, pour une scène qui dure de cette durée-là. Et là, par contre, où les CGI sont bien utilisés, c'est que justement, quand on revoit la même scène plus tard, mais du point de vue de Jupe, en fait, qui est grosso modo sous une table, donc avec une nappe qui tombe et qui va voir la scène à travers ce voile, en fait. Oui. Et au moment où le singe en CGI donc s'approche, on le voit, on voit en fait ce que voit, c'est vraiment une vue à la première personne, hein. On voit ce que voit Jupe, et donc on voit ce singe en CGI avancer lentement à travers ce voile. Le fait que le singe ne soit pas montré en pleine lumière, frontalement et à travers ce voile, eh ben ça fait que les CGI fonctionnent, même si c'est quelque chose d'organique, c'est une créature vivante qui est montrée, là ça fonctionne. Là on a un bel exemple de CGI qui fonctionne. Et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo sur Prey, à savoir que dans Jurassic Park, c'est là que les spécialistes des SFX avaient réussi leur pari, à savoir ne pas montrer des créatures vivantes en CGI en pleine lumière. Là, ça fonctionne. Et au passage, cette scène, en termes, parce qu'on n'est pas devant un film d'horreur, il faut le comprendre, mais en termes d'horreur pure, elle fonctionne de ouf. Oui. Oui, parce qu'en fait, on ne voit jamais rien, et encore une fois, il y a le travail sur le son qui fait que tu comprends exactement ce qui se passe. Tu vois le singe dans toute la scène bouger, sauter, lever les poings, etc. Mais c'est souvent, alors c'est caché par le canapé. À un moment donné, il est même carrément dans une autre pièce en fait, hein, puisqu'il sort carrément du champ, mais il va dans une autre pièce. Mais tu sais exactement ce qui se passe parce que tu entends tout, parce qu'en fait c'est le point de vue de Jupe. Donc à partir du moment où Jupe voit plus le singe, bah toi tu le vois plus non plus. Mais ça fonctionne parce que, encore une fois, tu as tout ce travail sur le son qui est fait et ça fonctionne vraiment bien. Et en fait tu as cette tension où tu te dis putain il va revenir, ça va être un enfer, il va déquier le gamin. Alors que non, tu sais très bien qu'il va pas tuer Jupe puisque du coup il est encore là quand il est adulte. Mais effectivement ça fonctionne bien. Mais toute la scène est bien faite en fait, je trouve. Parce que Là, maintenant, je parle pas de la toute première scène, la scène d'ouverture du film. Je parle vraiment du flashback que Jupe voit avant de commencer son spectacle. Je trouve que même l'entrée dans la scène, elle est hyper bien faite parce que tu sais en fait, tu sais ce qui est en train de se passer, tu sais ce qui va se passer. La caméra en fait avance vers le plateau de télévision. Il y a pas de bruit. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Tu rentres sur l'arrière de la scène. Tu vois le public qui est absent, puisqu'il y a a priori aussi quelques personnes qui ont dû se faire tuer dans le public. Ouais. Tu sais ce que tu vas voir, et malgré tout, t'as je trouve cette montée en tension qui fonctionne vraiment bien, où tu te dis, tu retiens ton souffle, ça va arriver, ça va être là, et quand c'est là, ouais, tu te prends effectivement une claque monumentale, je trouve. Bah, encore une fois, cette scène, elle induit toujours le même questionnement, à savoir notre rapport au trash, notre rapport à l'image, notre rapport à
comment je pourrais dire ça? Oui, est-ce qu'on a besoin de voir Voilà, c'est ça. pour Et notre attirance. avoir peur Ouais. ou... Et à notre attirance pour ce qui est malsain. Pourquoi on va voir des films d'horreur, des films de genre au cinéma? On sait ce qui va se passer, on sait ce qui s'est passé, et la manière dont c'est filmé, comme tu l'as dit, quand on avance comme ça dans la scène, on se dit, alors on va tout nous montrer, et on est partagé entre une espèce de sentiment de malaise parce qu'on s'est dit, putain, on va voir un truc dégueulasse, C'est ça. mais en même temps, on ne détourne pas le regard à ce moment-là. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont détourné le regard, je sais pas. Des gens normaux, pas comme nous. Mais encore une fois, ça questionne sur ce qu'on recherche au cinéma en regardant par exemple un film d'horreur. Donc encore une fois, il y a cette recherche sur jusqu'où on est prêt à aller pour le divertissement, qu'est-ce qu'on est prêt à voir pour se divertir. Parce que souvent, quand tu regardes certains films, tu sais, il se passe des trucs derrière une porte ou un truc et je sais pas, dans certains slashers et tout. T'es frustré parfois et t'es frustré de pas parce voir, que tu le vois pas et la porte est par exemple un peu entrouverte et t'as envie de faire comme ça, tu vois, t'es devant ta télé, tu fais comme ça mais ça marche pas parce que tu peux pas traverser la télé. Alors que là, tu sais que derrière le canapé il se passe un truc dégueulasse et à aucun moment j'ai eu ce truc de me dire je passerais bien la tête derrière le canapé pour voir ce qui se passe. Non, parce que là tu sais que c'est dégueulasse et tu n'as pas envie Exactement, de voir. t'as pas envie parce que tu vois partiellement ce qui se passe et tu te dis ouais non, j'ai pas trop envie de savoir ce qui se passe. Et toujours sur la scène du singe qui avance lentement vers la caméra, il faut vraiment s'imaginer cette scène, enfin il faut voir le film. Moi cette scène, je suis quelqu'un devant témoin d'assez blasé devant n'importe quel film d'horreur. Hein. Il en faut vraiment énormément pour me mettre mal à l'aise ou me choquer devant un film, mais cette scène-là, parce qu'elle est longue en fait. Oui. On voit le singe, vraiment le singe qui est assis, on a l'impression qu'il réalise ce qui vient de passer, et qui voit à ce moment-là le personnage de Jupe. Et il commence à avancer lentement vers la caméra, enfin vers Jupe, très très lentement, d'une manière extrêmement menaçante. On ne sait pas ce qui va se passer à ce moment-là. Et l'idée de ce singe, la vision de ce singe habillé comme un humain, couvert de sang, avec le chapeau aussi. Avec le chapeau, avec un petit avec une casquette multicolore. Non, il a un chapeau d'anniversaire. Ouais, un chapeau d'anniversaire, il l'enlève. Il l'enlève, ouais. Il l'enlève, donc on comprend qu'il est énervé. Ouais. Et le fait qu'il avance très lentement vers le personnage de Jupe, vraiment couvert de sang, mais quand je vous dis couvert de sang, il est vraiment couvert de sang, quoi. Ouais. Et la vision de cet animal couvert de sang qui avance au ralenti, super menaçant, moi j'ai trouvé cette scène terrifiante. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça terrifiant. Alors que finalement, tu vois, ça devrait, entre guillemets, pas marcher, parce que tu sais très bien qu'il va pas mourir à ce moment-là, et pourtant ça fonctionne, tu vois. Tout est une question de manière de dosage, montrer certaines choses. En fait, ouais. Et c'est là que Jordan Peele est très très fort. C'est ça, ouais. Alors pour moi, il y a quand même 2-3 petits trucs qui fonctionnent pas à 100%. Je pinaille vraiment. Mais, Ouais, tu pinailles. Bah moi j'ai trouvé que le découpage en chapitres servait à rien. Ah oui, non, ça pour le coup, effectivement, oui, non. Ça n'est pas gênant. C'est pas gênant, mais c'est vrai que je me suis dit... Ça casse même pas le rythme parce que le film est très lent, très posé. Oui, parce qu'a priori, ce serait montré... Du point de vue des chevaux. Ouais, du point de vue... Pas que, mais ouais, il y a un moment donné, tu te dis, ouais, ok, c'est montré du point de vue du cheval, mais en fait, non. Parce que finalement, tu suis quand même très souvent OG. Tiens, d'ailleurs, pour revenir juste aussi sur ce que te montre le film, on va pas parler de ça, mais c'est pareil, le personnage principal, il s'appelle OG, donc Otis Junior. C'est pareil, c'est pour te dire, voilà, tu vois, comment on a mis en avant à l'époque l'affaire O.J. Simpson, etc. C'est pareil, c'est aussi un... Comment on l'a surmédiatisé pour des fins de divertissement, au final. C'est aussi, je pense, un petit questionnement là-dessus. Voilà. Ouais, donc il y a énormément de questionnements. Si ça se trouve, on en rate, parce que franchement, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est compliqué, je pense, de trouver tous les détails de ce film et Ouais, parce que c'est... Après, c'est très bizarre parce que je comprends pas, le film, il n'a pas que des très très bonnes critiques. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Jordan Peele en fait trop ou pas assez. Il y a des gens qui ont reproché au film si c'est premier degré, second degré. Il y a des gens qui ont reproché au film d'être trop cérébral en fait. C'est ça. Alors oui, il pose des questions, mais après, on n'est pas devant un film tout con. Enfin, il y a plein de films qui posent des questions. T'es pas devant un Lynch non plus, quoi. Je veux dire, après, voilà, on n'est pas non plus dans le truc. Enfin, tu peux le regarder sans te poser aucune question, ça, j'en suis convaincue. Bien sûr. Tu vois. Ça peut rester un blockbuster. Et ça reste alors un bête film de science-fiction, tu vois. Pour moi, là, c'est le blockbuster de l'été, simplement. Clairement. Juste ça. Tu peux l'appréhender comme ça. Après, clairement, on n'est pas devant un film. Je ne vais pas citer une firme en particulier. On n'est clairement pas devant un film grand public où tu vas avoir
baston, blague, baston, blague, baston, baston, parce que après, s'il y a un truc trop violent, il faut désamorcer le truc. Non, il y a un petit peu de second degré. Au début. Et après, mais qui est très très dilué en fait. C'est ça. Alors un autre truc qui fonctionne peut-être un petit peu moins, mais encore une fois je pinaille, c'est le personnage qui s'appelle Angel d'ailleurs. Oui, Angel, comme dans Buffy. J'ai trouvé que ce personnage, pour moi, il arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Il arrive comme ça, alors on essaie de lui donner un background littéralement en 2 phrases. Ce personnage, il n'est pas introduit, il arrive à un moment du film. Et moi, j'ai trouvé que c'est un peu perturbant parce que j'ai trouvé qu'il se faisait accepter très facilement par les personnages principaux. Le personnage, littéralement, il est imposé au spectateur. Bah, il est imposé aussi au personnage. Il est imposé au protagoniste. Le mec vient, quoi. Imposé au spectateur. Et on n'en sait rien sur lui. On sait que ce qu'il nous dit, en fait. Et j'ai trouvé que c'était assez perturbant. Mais d'où il sort, lui? Pourquoi il est là? En fait, on nous le jette un peu comme ça. Il y a un petit côté démerde-toi avec ça, en fait. Ça aurait été intéressant de plus, même pas forcément de plus l'introduire, mais peut-être de lui donner un passif commun avec le personnage d'OJ, par exemple. C'est un passionné d'ufologie, de toute façon, clairement, le mec il s'impose, hein, puisque de toute façon, à partir du moment où il pose les articles sur la caisse, le mec il dit vous savez l'installer? Non, on sait pas, mais on va se démerder. Ouais, mais moi je sais le faire. Oui, mais on va se débrouiller. Ouais, mais je vais quand même venir vous l'installer. Puis finalement, c'est pas gênant dans le sens où il apporte une aide. Et ça, je pense que les OJ et sa sœur le comprennent très vite. Et c'est pour ça que du coup, il le laisse s'intégrer assez rapidement. Et puis de toute façon, il n'a pas le choix puisque à un moment donné, quand il est là pour les aider, il y a la créature qui arrive et il n'a pas le choix que de rester là, quoi. Donc finalement, c'est pour ça aussi qu'il est très vite intégré dans le groupe, quoi. Ouais, mais après, pour moi, c'est les détails, ça n'a rien de vraiment gênant. Le point noir du film, enfin du moins pendant le premier tiers, après ça va, ça passe, mais après c'est la manière en tant que spectateur dont j'appréhende ça. J'ai un peu de mal avec le jeu d'actrice de Keke Palmer, quoi. Le côté, je sais pas, outrancier, je trouve qu'elle a un jeu très très... Après là, elle est censée jouer un personnage très très extraverti, etc. Ça, ouais. Est-ce que c'est l'écriture du personnage? Est-ce que c'est la manière dont elle joue? Elle est comme ça au début, elle est très très très... Ouais, parce que son personnage évolue, elle est très très extravertie. Ouais, c'est ça, et puis bon, elle est actrice, donc elle veut jouer dans des films, elle est productrice, donc elle veut produire des films, elle fait ci, elle fait ça. Elle est clairement en recherche elle fait plein de trucs, quoi. Tu vois, et du coup, c'est pour ça qu'elle se met toujours en avant et qu'elle est toujours très exubérante comme ça. Mais finalement, en fait, ça passe au fur et à mesure du film, parce que quand le film devient plus... Enfin, que la créature, du moins, devient plus menaçante, elle, clairement, elle s'adoucit aussi. Et son personnage est très intéressant aussi. En fait, elle a pas du tout la même... C'est plus pour les mettre, je pense, en contradiction, son frère et elle, parce qu'ils n'ont pas du tout la manière d'appréhender la mort de leur père, clairement. Après, dans le sens où elle habitait pas avec eux. Lui, c'est vrai qu'il était tout le temps avec son père. Donc, il y a toute cette manière d'appréhender le deuil qui, du coup, est pas la même non plus. Il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est le personnage du cinéaste qu'on voit au début du film et qui recontacte après, qui lui propose de filmer, comment tu pourrais traduire ça en français, de filmer l'infilmable en fait. C'est ça. Il lui propose de filmer l'infilmable en fait, le plan impossible en fait. Ouais. Il lui parle de filmer le plan impossible, à savoir filmer cette créature. Et là c'est pareil, on voit que le cinéaste, on a l'impression qu'on a affaire à une personne très très blasée qui retrouve pas la fibre, qui ne retrouve pas, qui est en quête de quelque chose. Et là on voit que pour ce personnage, la manière dont il est appréhendé dans le film et la manière dont il finit dans le film, on voit que pour lui c'est clairement l'aboutissement de quelque chose. Voilà, il a réussi l'objectif de toute une vie, il a filmé l'infilmable et voilà, c'est un aboutissement. Et ce personnage-là, ça renvoie toujours à ce questionnement sur jusqu'où on est prêt à aller pour le divertissement, ou là en l'occurrence pour lui clairement pour amour de l'art, parce que lui clairement ne fait pas ça pour la célébrité. Donc il y a ça parce que c'est sa passion. Il y a encore ça, parce qu'il vit tout simplement pour ça. Donc il y a toute cette histoire-là. Moi, ça m'a fait penser ce personnage m'a fait penser vraiment à deux autres personnes qui ont réellement existé, au couple Kraft, qui étaient en fait des volcanologues et qui sont morts pour leur passion, c'est-à-dire filmer ou prendre en photo, je sais plus exactement, un volcan en fait. Et moi, ça m'a vraiment... Je les ai vraiment vus tous les deux là sur leur volcan quand j'ai vu ce personnage. Parce que lui, en fait, c'est ça qu'il veut. C'est même pas la quête de la célébrité. J'ai pas cette impression-là. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre sa passion jusqu'au bout, quitte à en mourir. On s'en fout. Mais t'as fait ce que tu kiffais toute ta vie jusqu'au bout et tu es mort dans ton kiff. C'est l'aboutissement d'une vie. Voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose d'une quête. Moi, j'ai trouvé ce personnage. Alors, il est très très peu exploité. On le voit finalement pas beaucoup. Mais j'ai trouvé ce personnage super intéressant. Je l'ai adoré et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort.
mort. J'ai trouvé ce personnage génial. Vraiment, et ça m'a vraiment fait penser à ce couple. On va peut-être pas en rajouter parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Mais non. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et puis à nous dire ce que vous pensez qui est cette chaussure qui reste debout. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à laisser un commentaire bien sûr si vous avez des choses à ajouter ou à partager votre avis sur le film. À partager aussi, ça nous aide beaucoup, à activer la cloche pour être tenu au courant des news de la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma. Non.